À quel point la situation doit-elle être mauvaise en Crimée pour que certains commencent maintenant à se déplacer à cheval? Nous sommes le 4 juin 2026, c'est la 5e année et le 102e jour depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans ce rapport, nous analysons les alternatives de déplacement en Crimée. Nous allons également examiner les résultats de la série de frappes sur le navire de guerre Boïki dans la cale sèche de Saint-Pétersbourg. Nous allons voir des images de la 38e brigade montrant comment ils transportent des drones loin derrière la ligne de front. Nous examinerons aussi les dépôts de munitions explosants et, surtout, ferons un point détaillé sur la situation en Crimée. Restez attentifs. J'ai bien sûr préparé uniquement le meilleur pour vous. Hier, je vous ai évoqué l'attaque contre le navire de guerre Boïki, situé dans un bassin de Radoub près de Saint-Pétersbourg. Nous n'avons pu voir que l'impact du drone et un gros nuage de fumée au-dessus du navire, mais pas le navire lui-même. C'est pourquoi, bien sûr, je vous ai apporté aujourd'hui les toutes dernières images satellites. Ici, on voit encore assez clairement les panaches de fumée vers la fin de l'incendie. Mais vous ne seriez pas ici chez War & Tactics si je ne vous procurais pas même des images prises sur place. Grâce à eux, c'est tout ce que j'ai à dire. L'un des pylônes semble avoir été soufflé et pend ici vers le bas. De plus, 2 foyers d'incendie sont clairement visibles. Ils sont assez proches l'un de l'autre. Je suppose qu'il s'agit de 2 frappes de drones qui ont pu toucher ici. Mais cela pourra aussi nous être confirmé, plus ou moins, par un blogueur russe. Entre-temps, d'autres habitants de la ville se sont également réveillés et ont pu constater de leurs propres yeux les effets des sanctions cinétiques. Comment les blogueurs russes Z évaluent-ils la situation jusqu'à présent, alors que l'évaluation provenait principalement de sources occidentales? Eh bien, ce sont surtout les célèbres blogueurs Z qui posent une question gênante. Comment un navire de guerre moderne de la flotte de la Baltique a-t-il pu être touché dans un bassin de Radoub près de Saint-Pétersbourg? La chaîne Ribas parle ouvertement d'une nouvelle preuve des difficultés de la Russie en matière de défense contre les drones. La corvette était en réparation pendant l'attaque et ne pouvait ni manœuvrer ni se défendre. Malgré cela, les drones ukrainiens ont réussi à porter au moins 2 coups. Les réactions russes face à la menace réelle sont encore plus intéressantes. Là-bas, on admet désormais ouvertement que les mesures de protection actuelles ne suffisent pas. Ni la défense anti-aérienne, ni les filets et constructions métalliques désormais presque tristement célèbres sur les navires n'ont pu empêcher de manière fiable de telles attaques. Certains blogueurs militaires russes supposent même que l'Ukraine utilise un réseau de drones relais au-dessus de la mer Baltique pour guider les drones d'attaque jusqu'au golfe de Finlande. Cette explication est-elle vraie ou non? Le simple fait que de tels scénarios soient désormais sérieusement discutés montre à quel point l'incertitude est devenue grande. Mais un autre point est particulièrement remarquable. Les sources russes mettent désormais explicitement en garde contre l'espoir que l'Ukraine finira par manquer de drones. Au contraire, les capacités de production ne cessent d'augmenter, et le nombre d'attaques croît de mois en mois. Et c'est probablement là que réside le véritable problème pour la Russie. La Boïki n'est pas un projet de construction rapide. C'est une corvette et il faut des années pour la terminer, tout en engloutissant d'importantes ressources. Chaque dommage signifie une longue période de réparation, des coûts et surtout un autre navire qui sera hors service pendant longtemps et qui ne sera pas remplacé. On remarque donc dans les commentaires russes qu'un sentiment désagréable commence à s'installer là-bas. L'Ukraine cible désormais non seulement les dépôts, raffineries et la logistique, mais aussi de plus en plus la marine. Et même lorsque de tels impacts se produisent à Saint-Pétersbourg, à des centaines de kilomètres du front, il semble qu'on n'ait pas encore trouvé de réponse vraiment convaincante à cela. Observons maintenant le sud de l'Ukraine, notamment la zone occupée de Zaporijjia et Kherson. En effet, il y a maintenant tellement d'images de véhicules russes détruits sur la route EN-E105 que j'ai du mal à garder une vue d'ensemble. Où se trouve la route EN-E105 ? Encore une petite explication, surtout pour les nouveaux spectateurs. Oui, d'ailleurs, bonjour à tous les nouveaux spectateurs, je salue d'habitude surtout les anciens. Ici, c'est la route, celle de la vie, une route d'approvisionnement du côté russe. Elle part d'ici, de Rostov, qui est leur centre logistique, puis passe par Taganrog, ensuite elle traverse la frontière jusqu'à Mariupol. Ce qui constitue à nouveau un centre logistique, tout comme à l'arrière, à Militopol. Et ici, dans cette zone qui est marquée en jaune, jusqu'à la Crimée, ici de Mariupol à Taganrog, il y a bien des attaques de drones, mais elles ne sont pas aussi intenses que sur les routes marquées en rouge. Oui, nous allons surtout regarder les routes en rouge, notamment la E105 dont il est question aujourd'hui.
C'est cette route ici qui part de Mélitopol vers le nord en direction du front. Ce que nous voyons ici, c'est la région où les Ukrainiens ont lancé leur contre-offensive en 2023 et ont échoué. Ici à l'endroit Robertine et ici beaucoup de fortifications de campagne. Et ici, cette route, c'est justement celle dont il s'agit maintenant et dont vous pouvez voir les images en ce moment. Car ce que nous voyons ici n'est probablement qu'une fraction de ce qui se passe réellement là-bas. En général, seules les attaques pour lesquelles il existe des enregistrements exploitables ou ceux où des civils filment les carcasses de véhicules sont rendus publics. Il est presque impossible d'estimer le nombre de véhicules supplémentaires concernés. La route IE-105 fait partie des axes d'approvisionnement les plus importants entre la Russie, la Crimée occupée et les territoires situés entre les deux. C'est pourquoi la route subit la pression des drones ukrainiens depuis des semaines. Des camions-citernes, des camions militaires, des véhicules de transport et d'autres cibles logistiques y sont régulièrement attaqués. On a désormais l'impression que circuler sur ces routes est devenu une sorte de loterie pour les conducteurs russes. Presque chaque jour, de nouvelles vidéos montrent des véhicules en feu, des camions-citernes détruits ou des attaques de drones sur des colonnes de ravitaillement. L'ampleur de ces attaques est aussi remarquable. Il y a peu, on évoquait des attaques isolées. Désormais, des dizaines d'attaques documentées ont lieu sur la même route d'approvisionnement. La situation sur les routes des territoires occupés a drastiquement changé en quelques semaines. Quiconque circule là-bas doit désormais s'attendre à tout moment à être repéré et attaqué par un drone ukrainien. Les Ukrainiens eux-mêmes annoncent aujourd'hui à nouveau 396 véhicules détruits sur l'ensemble du front, mais la plupart ont probablement été détruits ici, sur les routes d'approvisionnement. Un dépôt de munitions de campagne russe a aussi été détruit, ce qui est très intéressant. Dans la région occupée de Donetsk avec des drones d'attaque. Les images révèlent une énorme explosion secondaire, signe que de grandes quantités de munitions y étaient stockées. De tels sites comptent parmi les cibles d'attaque les plus précieuses. Chaque bunker de munitions détruit, ou dans ce cas probablement encore une fosse à munitions, ou une ancienne étable transformée en dépôt de munitions, signifie moins d'obus d'artillerie, moins de roquettes et moins de ravitaillement pour les unités russes au front. La destruction de véhicules a souvent un effet local, mais des frappes sur des dépôts de munitions peuvent toucher tout un secteur du front. Les munitions doivent donc être acheminées à nouveau sur de plus grandes distances, redistribuées et stockées ailleurs. Cela complique la logistique et rallonge l'approvisionnement. C'est pourquoi les Ukrainiens misent davantage sur ces attaques à l'arrière. Chaque tonne de munitions qui explose dans un dépôt ne pourra plus être tirée plus tard sur les positions ukrainiennes. Bien sûr, c'est la même chose pour les Russes lorsqu'ils détruisent un dépôt de munitions ukrainien, mais cela arrive beaucoup plus rarement. Pourquoi cela arrive-t-il moins souvent ? Eh bien, les Russes ont, pour une raison quelconque, l'habitude de stocker encore très souvent leurs munitions à l'air libre. Combien de fois avons-nous déjà vu des drones foncer dans des tas de munitions qui étaient entreposés sous des arbres ? Surtout les mines et les explosifs sont souvent simplement jetés dans une fosse, d'où on se sert ensuite directement. Je ne parle pas ici de tous les dépôts. Oui, bien au contraire. Beaucoup de dépôts russes sont aussi très bien cachés. Mais souvent, les Russes cachent aussi leurs munitions sous des ponts, dans des tuyaux en béton ou des étables, comme vu il y a une semaine. Nouvelles images de la 28e. Des images de la brigade montrent que les drones ukrainiens opèrent désormais loin derrière la ligne de front, visant la logistique russe près de Orlivka. La ville se trouve à environ 35 à 40 km des positions ukrainiennes. Pourtant, les drones Sparrow-Spaladro y attaquent régulièrement des véhicules. Ils ciblent les convois de ravitaillement et autres cibles logistiques. Pour les Russes, le front ne s'arrête donc plus à la ligne de contact proprement dite. Il est également intéressant d'observer les images des approches. Pour certaines cibles, l'image se détériore juste avant l'impact. Cela signifie que des brouilleurs pourraient encore avoir un effet sur les derniers mètres. Soit la distance avec le pilote est vraiment extrême, soit les conditions du terrain causent un mauvais signal. Ce qui montre aussi, c'est qu'il ne s'agit pas ici de drones à fibre optique. Le problème pour les Russes, c'est que même avec une transmission perturbée, de nombreux drones atteignent leur cible en fonçant simplement dedans. L'Ukraine affirme désormais avoir pris le contrôle du feu sur Orlivka. Cela ne veut pas dire que la ville est sous contrôle militaire, mais que les mouvements et approvisionnements y sont constamment menacés, et que les Ukrainiens pourraient théoriquement frapper des cibles sur place. Cela reste toutefois une déclaration ukrainienne.
Je suis relativement sûr que les drones russes représentent un grand danger pour la Russie. Mais qu'est-ce qui distingue cette attaque des attaques des dernières années, Swan? L'Ukraine ne se contente plus d'attaquer le front, elle déplace aussi son combat vers les routes, centres logistiques, transports de carburant et points de ravitaillement à l'arrière. Bien que des cibles à 40 km derrière le front soient régulièrement frappées, la Russie a de plus en plus de mal à acheminer personnel, munitions et carburant vers l'avant. Donc, au lieu de combattre chaque soldat individuellement sur le front avec un drone, on s'assure que les soldats ne soient plus du tout approvisionnés. Et c'est décisif, car sans logistique, pas d'attaque, et même s'il y en a une, elle échouera généralement lamentablement. Avant que nous examinions la situation en Crimée, ceux qui ne sont pas encore abonnés gratuitement peuvent le faire et soutenir la chaîne. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent devenir membres de la chaîne. Nulle part ailleurs vous ne trouverez autant d'informations quotidiennes, sous forme de rapports concis, sauf le samedi, et cela grâce à votre soutien. Je souhaite donc la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et membres de la chaîne. C'est formidable que vous aidiez à faire vivre la chaîne et qu'il n'y ait pas besoin de publicité externe dans les contenus grâce à vous. Durant la nuit, une nouvelle vague d'attaques massives a frappé la Crimée occupée, avec des explosions signalées près des bases aériennes de Belbek et Kachra. En même temps, des tirs de défense antiaérienne ont pu être entendus et vus au-dessus de Sébastopol, Simferopol, Cap-Violent et Kertch. Les cibles signalées sont particulièrement intéressantes. Belbek est l'une des principales bases aériennes russes en Crimée, régulièrement utilisée par des avions de combat. Kachra est aussi stratégique et a déjà subi plusieurs attaques ukrainiennes. Comme souvent désormais, la Russie a aussi fermé le pont de Kertch pendant l'attaque. Ce pont reste l'une des principales liaisons entre la Russie et la Crimée. D'autant plus maintenant, car la route d'approvisionnement terrestre est de plus en plus sous pression. Récemment, un schéma clair est apparu. En Crimée, aérodrome, défense aérienne, dépôt de carburant, centres logistiques et installations navales subissent une pression croissante. La péninsule, longtemps considérée comme une zone arrière russe sûre, devient de plus en plus un espace de combat actif. Chaque nuit où la défense aérienne est active dans plusieurs villes en même temps et où des liaisons de transport importantes sont coupées montre clairement à quel point la situation sécuritaire a changé là-bas. Mais les forces spéciales ukrainiennes poursuivent leurs attaques contre des cibles navales russes. Près de Yurkina-Durkin, en Crimée occupée, un navire de patrouille russe a été touché. L'attaque a été menée par un drone FP2 du premier centre séparé des forces spéciales ukrainiennes. Sur les images, on peut voir comment le drone vise directement le navire et le frappe également. Même si un navire de patrouille n'a pas la même importance qu'une corvette ou une frégate, cette attaque montre à nouveau un schéma qui s'est de plus en plus clairement dessiné au cours des derniers mois. L'Ukraine attaque désormais régulièrement les unités navales russes directement dans leur zone d'opération. Non seulement dans les ports et dans les cales sèches, mais aussi en mer. Il est particulièrement remarquable de noter aussi le rôle du FP2 autrefois. Nous considérions cela comme un drone d'attaque à longue portée qui se contentait de foncer sur une cible quelconque. Aujourd'hui, c'est un drone de moyenne portée guidée, doté d'une ogive plus grande, utilisé principalement contre la logistique, le carburant, les infrastructures et des cibles éloignées. On les utilise aussi de plus en plus contre navires, installations côtières et infrastructures maritimes. La péninsule devient donc de plus en plus un espace où pratiquement toute infrastructure militaire peut potentiellement être attaquée. Et les Ukrainiens y sont surtout parvenus parce qu'ils ont passé ces derniers mois à se préparer intensivement et à attaquer de nombreux systèmes radars ainsi que des systèmes de défense aérienne en Crimée. La traque de la logistique ferroviaire russe en Crimée continue. Cette fois, des locomotives à Vladislavika et Rostolny ont été attaquées par des drones de l'unité RAID 413. À première vue, les locomotives ne semblent peut-être pas particulièrement spectaculaires, car la Russie dispose d'un très grand parc de locomotives. Il y a quelques mois, j'ai estimé dans le rapport de situation le nombre précis de locomotives et leur durée de fonctionnement. Petit spoiler, elles tiendront très longtemps. La situation en Crimée diffère. Chaque locomotive endommagée ou détruite doit être remplacée, mais il est difficile d'acheminer rapidement les remplaçantes sur la péninsule. À cela s'ajoute un autre effet. Une locomotive en panne ne bloque souvent pas seulement elle-même, mais pour le dire clairement, toute la ligne ferroviaire. Jusqu'à ce que le véhicule soit récupéré ou enlevé, le trafic sur la section concernée est à l'arrêt. Et en Crimée, c'est très problématique, car il n'y a pas beaucoup d'itinéraires alternatifs. Un cheminot local a écrit en commentaire qu'on pouvait agir plus vite en remorquant les wagons-citernes avec une autre locomotive, puis en poussant la locomotive en feu hors des rails. Donc si la voie devait vraiment être dégagée rapidement.
Mais je pense que ce ne sera pas toujours le cas ici. Surtout en Crimée, avec ses quelques liaisons principales, cela peut rapidement entraîner des retards importants. Restons encore un instant en Crimée, car nous n'avons pas encore terminé. Ici, la crise du carburant continue de s'aggraver. Avant d'aller plus loin, je dois d'abord vous montrer cet homme. En effet, il répète exactement ce que j'ai dit hier, et je trouve cela très bien, car je l'ai affirmé de mon propre point de vue, alors que lui le dit du point de vue d'un habitant russe de la Crimée. En effet, il s'énerve aussi contre les touristes qui vont en Crimée pour passer leurs vacances et qui s'étonnent ensuite de ne pas avoir d'électricité, d'eau ou de carburant. Et puis des choses comme « Eh, ça ne va pas comme ça. On ne peut même pas aller nager ou quitter l'île parce qu'on n'a plus d'essence. » Il leur demande alors s'ils n'ont rien de mieux à faire et s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de carburant ici. C'est ce qu'il leur demande ensuite. Ou qu'on devrait peut-être réfléchir à l'endroit où on est allé, parce qu'en fait, c'est pourtant bien connu. Devant les stations-service, des files d'attente de plusieurs kilomètres se forment désormais. Dans de nombreux endroits, il y a des disputes pour les dernières quantités de carburant disponibles. Surtout dans les stations-service, il y a parfois des altercations entre les civils. Même là où il reste encore de l'essence et du diesel, cela ne veut pas forcément dire qu'on peut encore faire le plein. Selon les rapports, les bons distribués ne suffisent souvent pas, ou bien les stations ont déjà atteint leur quota journalier, ou elles sont tout simplement à sec. Cela souligne aussi la crise logistique croissante sur la péninsule. Ce qui paraissait récemment un problème d'approvisionnement isolé touche aujourd'hui toute la Crimée. De longues files d'attente, des rationnements et l'incertitude quant à la prochaine livraison font désormais partie du quotidien. Les problèmes de carburant ne se limitent plus à la Crimée. Désormais, 14 autres régions russes signalent également des restrictions sur la vente de carburant. Dans les régions de Koursk, Belgorod et Pskov, les clients sont limités à 20 litres de carburant par véhicule dans certaines stations-service. Des rapports similaires proviennent désormais aussi de Moscou, de la région de Moscou et, curieusement, de Saint-Pétersbourg. Ailleurs, les mesures deviennent encore plus absurdes. À Krasnoyarsk et dans la région de Tomsk, le carburant n'est parfois plus vendu dans des jerrycans. À Voronezh, des automobilistes signalent des stations-service vides, tandis que dans la région de Louvgorod, une limite de 20 litres par véhicule est aussi imposée. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette évolution, c'est que Moscou affirmait encore récemment que les problèmes étaient limités localement. Entre-temps, des rapports apparaissent simultanément en provenance de la partie européenne, de la Russie, de la Sibérie et même des régions du Nord. D'ailleurs, les Russes attribuent toujours tout cela à des travaux de réparation mal coordonnés au sein des régions russes. Cela signifie qu'il n'y a pas d'attaque de l'Ukraine. Il n'y a pas non plus de défense anti-aérienne incapable de gérer ces attaques. Non. Ils ont juste mal coordonné la réparation et l'entretien de plusieurs raffineries. Il faut vraiment l'inventer, celle-là. Cela correspond donc aussi au développement des dernières semaines. Des raffineries ont effectivement été attaquées, des stations pétrolières ont été touchées, des dépôts de carburant ont été endommagés et des routes logistiques importantes sont actuellement sous pression. La Russie dispose toujours d'énormes réserves de pétrole. Oui, donc elles ne sont pas encore à la limite et elles ne sont pas non plus à sec. Mais ce qui est décisif, ce n'est pas le pétrole qui se trouve quelque part dans le sol, mais la capacité à en faire du carburant et à le transporter là où il est nécessaire. C'est à ces points que les problèmes s'accumulent actuellement. Merci à tous les anciens comme les nouveaux abonnés, membres de la chaîne et l'équipe Algo. Merci au lieutenant-colonel Rennecke, Cilia, Dietrich, Freddy et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.